Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au mode de vie ouvrier et à l'amélioration des conditions de vie de ceux-ci au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle. Pour ça, on va avoir trois thématiques. La première thématique, ça va être celle des partis politiques avec la SFIO. La deuxième, celle des syndicats, on va voir la différence entre les deux. Et la troisième, celle de mouvements qui sont initiés par le patronat dans le but d'éviter les révoltes ouvrières en acceptant des réformes du mode de vie et des conditions de travail des ouvriers. Alors d'abord, on va se rentrer dans le cadre des partis politiques. Alors les partis politiques, comme on l'a vu, vont totalement embrasser les idées de Karl Marx et de Friedrich Engels. Ces idées de Karl Marx qu'on appelle le marxisme ou le communisme. Donc ces partis vont être communistes au 19e siècle, au début 20e, jusqu'en 1920. On peut dire de manière indifférenciée communiste ou socialiste, il s'agit du même type de parti. La vraie différence va avoir lieu au cours du congrès de Tours en 1920 et ça vous l'étudierez l'an prochain. Donc regardons exactement à quoi correspondent ces partis politiques. Le fondateur du parti politique communiste, qui va ensuite donner d'ailleurs, en se divisant, naissance au parti communiste et au parti socialiste français qui existe toujours aujourd'hui, c'est Jean Jaurès. Donc Jean Jaurès, prenez quelques instants pour lire sa biographie en mettant pause. Et une fois que vous l'avez fait, donc on va partir du principe que vous l'avez fait, on va voir justement qu'ils font deux choses. En 1904, ils fondent un journal. Même si les professeurs de philosophie s'intéressent au journalisme pour voir justement comment les ouvriers vivent, donc lors de la grève des mineurs de Carmaux en 1892, il côtoie la misère ouvrière des ouvriers. Et il va se rallier aux idées socialistes, donc aux idées marxistes. Il est homme politique, puisqu'il est député, à partir de 1893, dans la Troisième République. Il fonde un journal, le quotidien L'Humanité, qui existe toujours aujourd'hui. Donc L'Humanité est un journal national qui paraît toujours. Et il contribue à la naissance de la SFIO en 1905. C'est ce parti politique que nous allons étudier. Alors il est assassiné quelques jours avant le début de la Première Guerre mondiale. Il était farouchement pacifiste et ne voulait pas que la guerre se mette en place. Donc il va être assassiné par un militant nationaliste. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui veut mettre sa nation au-dessus de tout et qui veut donc mettre en avant des idées nationales et pas souvent des idées de supériorité nationale. Donc ce militant nationaliste n'apprécie absolument pas les positions pacifistes de Jean Jaurès avant la Première Guerre mondiale. Donc si on fait le compte, on voit que Jean Jaurès, donc grand personnage politique de la Troisième République, a un but avec les idées socialistes, aider justement les ouvriers à se défaire de leur mode de vie très complexe qu'on a vu la fois dernière et les fois précédentes pour les aider à vivre mieux. Donc pour ça, le quotidien L'Humanité va être ouvertement socialiste et la SFIO, elle, va être un parti qui va être un parti de lutte des classes. Elle le dit clairement et c'est visible dans la petite fiche d'exercice qui va avec votre cours. Donc c'est cette page-ci qui nous intéressera aujourd'hui. Donc première chose, on va s'intéresser à la création de notre fameuse section française de l'Internationale ouvrière. Alors l'Internationale ouvrière, rappelez-vous, mise en place par Karl Marx, qui est une organisation de tous les partis communistes de tous les différents pays, donc internationaux, donc internationale ouvrière, qui regroupe tous ces partis. Et la SFIO va donc faire partie de cette Internationale ouvrière. Alors regardons, nous avons trois questions à nous poser. Quel est le but de la SFIO? De qui ce parti reprend-il les idées? Vous avez déjà certainement une idée. Et comment espère-t-elle faciliter la vie des ouvriers en attendant la révolution communiste? Alors, à nouveau, pause et on regarde ça. Alors, regardons quel est le but de la SFIO. Donc, à quoi sert-elle? Vous l'avez vu, sa volonté, c'est très clair, transformer la société capitaliste en société communiste. Donc, c'est un parti qui veut mettre en place une révolution communiste. C'est indiqué, c'est un parti de lutte des classes et de révolution. Donc, comme l'indique Karl Marx, le but de la SFIO au départ, c'est la révolution. Et évidemment, c'est tout à fait indiqué, ce parti est un parti communiste. Il reprend donc les idées marxistes de Karl Marx. Alors on peut marquer ces deux idées-là déjà. Donc le but de la SFIO, la SFIO veut une révolution communiste. Ce but devrait être mis en place par le biais de la lutte des classes.
Donc voilà son but, révolution communiste et lutte des classes. De qui elle reprend les idées, vous l'avez vu, c'est les idées de Karl Marx, donc ces idées qu'on peut appeler le marxisme. Et en reprenant les idées de Karl Marx, donc le marxisme, on voit bien qu'il s'agit d'un parti qu'on peut appeler un parti communiste. Donc la SFIO est un parti communiste qui reprend les idées de notre fameux Karl Marx. Mais, n'oublie ce parti, en attendant ce qu'ils appellent le grand soir, c'est-à-dire la révolution communiste, la SFIO espère, c'est la troisième question, faciliter la vie des ouvriers. Alors comment? Vous l'avez vu. Eh bien, par ce qu'il appelle des réformes. Alors qu'est-ce que c'est que ces réformes? C'est marqué dans le texte. C'est réaliser immédiatement ce qui va améliorer le quotidien de la classe ouvrière. Donc, la SFIO est un parti qui attend la révolution communiste, mais en attendant, elle veut faire des réformes pour aider les ouvriers à mieux vivre. Et cette aide des ouvriers, elle va se faire dans deux domaines, à la fois dans leur quotidien, leur mode de vie et dans leurs conditions de travail, donc conditions de vie et conditions de travail. Donc le but, c'est d'aider les ouvriers dans les conditions de vie et de travail, je le remarque. Puisque c'est pas passé. Donc aider les ouvriers dans leurs conditions de vie et de travail. Donc vous le voyez, là on est dans le cadre de ce qu'on appelle un parti politique. Comment la SFIO va-t-elle pouvoir faire ses réformes et éventuellement la révolution? Justement en arrivant au pouvoir. Et pour arriver au pouvoir, et c'est ce que fait, comme on l'a vu, Jean Jaurès, il faut être élu. Donc en attendant de faire une révolution communiste, la SFIO va essayer d'avoir des élus. Jean Jaurès lui-même va être député, et ces élus vont œuvrer à des réformes afin d'aider les ouvriers dans leurs conditions de vie et de travail. Le premier parti communiste, une première alliance de partis contenant un parti communiste qui arrive au pouvoir, par contre, il faut attendre 1936. Donc, après la période qui nous intéresse. Donc le parti dit socialiste, la section française de l'Internationale ouvrière, repris dans le cadre des partis communistes de Karl Marx, veut une révolution communiste, mais entre-temps fait des réformes, essaye de mettre en place des réformes pour aider au quotidien des ouvriers. Donc ça, c'est dans le cadre politique. Le cadre politique, c'est dans le cadre des élections et tout ce qu'on appelle le mouvement politique et les hommes politiques. Mais les ouvriers vont aussi avoir un deuxième cadre d'action. C'est le cadre syndical. Alors regardons bien la différence entre un syndicat et un parti politique. Le syndicat ouvrier qui va naître afin d'essayer de changer le quotidien ouvrier au XIXe siècle, c'est ce syndicat-ci, la CGT, Confédération Générale du Travail. Donc on a 5 questions à se poser sur la CGT. Alors vous allez voir que la CGT dit qu'elle n'est pas dans une école politique, c'est-à-dire politiquement qu'elle n'a pas d'idée politique, mais vous allez très vite voir que cette CGT, en réalité, est très proche d'un parti politique. Donc regardez bien notre CGT. Vous avez évidemment les feuilles aussi dans l'espace des classes, dans mon bureau numérique comme d'habitude. Ok, donc on regarde maintenant, première chose, qui est regroupé dans notre fameuse CGT. Donc c'est tout à fait indiqué, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Donc tous les travailleurs sont regroupés dans la CGT. Donc la CGT, ça va être un syndicat qui regroupe les travailleurs. Donc c'est une association, un organisme qui va regrouper les travailleurs et aider à des réformes dans le cadre de leur lieu de travail. Donc les syndicats, à la différence des partis politiques, ne sont pas organisés par des élus, mais par des représentants syndicaux dans le cadre des entreprises. Donc dans les entreprises, les syndicats sont là pour aider les travailleurs. Il y a aussi des syndicats de patrons qui aident le patronat dans ses prérogatives, qui aident le patronat notamment et qui défendent les droits des patrons. Et il y a des syndicats de travailleurs comme la CGT, Confédération Générale du Travail, qui aident les travailleurs
dans le respect de leurs droits et dans ce qu'on appelle des acquis sociaux, c'est-à-dire le fait d'avoir des réformes qui les aident à mieux vivre au travail. Donc, première chose, la CGT regroupe les travailleurs, nos fameux prolétaires. Le but de la CGT, alors c'est clairement vu, c'est un double but à nouveau. Premier but, reconnaître la lutte des classes. C'est-à-dire cette opposition entre les travailleurs et l'exploitation et l'oppression des travailleurs, matérielle et morale, mise en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Là, franchement, vous savez déjà, en réalité, que la CGT est proche des idées d'un parti politique. Et vous avez très certainement trouvé lequel, c'est évidemment le parti communiste. La CGT défend bien les idées marxistes, puisqu'il parle bien de lutte des classes, et que ça a un vocabulaire typiquement marxiste. Lutte des classes entre capitalistes et la classe ouvrière, ceux que Marx appelle les prolétaires. Et le but de la CGT, ça va donc être permettre le mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates. Alors on donne même des indications d'amélioration ensuite, faire diminuer les heures de travail notamment, faire augmenter les salaires. Donc dans la CGT, on va avoir une amélioration du quotidien des ouvriers en faisant un rapport de force entre deux catégories de personnes. D'un côté, les patrons, classe capitaliste, ce qu'on appelle le patronat, qui possède le capital, comme on l'a vu, et de l'autre côté, les salariés, la classe ouvrière. Donc vous allez avoir un rapport de force, une lutte qui va, dans les entreprises, amener à la défense de deux droits qui parfois sont différenciés au XIXe siècle. Vous avez des patrons qui, par exemple, voudront que les travailleurs travaillent un certain nombre d'heures et les travailleurs trouveront que c'est trop. Donc il va y avoir des discussions qui vont en fait ce qu'on appelle un dialogue social entre d'un côté le patronat et de l'autre côté les travailleurs. Et ce dialogue social, c'est donc des syndicats comme la CGT qui vont avoir des représentants, des délégués chargés de discuter avec le patronat et de trouver un point d'entente. Et s'il n'y a pas de point d'entente, la CGT a un moyen d'action. Un moyen d'action pour forcer les patrons à négocier. Ce moyen d'action, vous l'avez vu, c'est la grève générale. Donc la grève générale, qu'est-ce que c'est ? C'est le refus de travailler. Les ouvriers refuseront de travailler, donc le patron ne leur verse pas le salaire, mais de l'autre côté, le patron perd de l'argent parce que le travail n'est pas réalisé. Donc ce dialogue social, cette grève générale, peut bloquer des entreprises et forcer ensuite les patrons à la négociation. C'est ce qui commence à se passer au XIXe siècle. Vous allez voir que toutes les grèves, d'ailleurs, n'ont pas ensuite une issue heureuse forcément pour les ouvriers. Parfois, les grèves ne réussissent pas à améliorer le quotidien ouvrier. Mais peu à peu, au fur et à mesure du XIXe siècle, on le verra ensemble, les ouvriers voient des acquis sociaux se mettre en place au fur et à mesure de leur lutte pour leurs droits. Donc si on récapitule toutes nos réponses, alors le but de la CGT d'abord. Donc comme vous l'avez vu, le but de la CGT c'est l'amélioration de la classe ouvrière. Donc le but c'est la lutte des classes. Elle est bien marxiste parce qu'elle veut améliorer le quotidien des prolétaires face aux capitalistes. Donc améliorer le quotidien des ouvriers au travail, c'est son but. Et elle défend les idées marxistes, on le voit par l'utilisation des termes lutte des classes, capitaliste, classe ouvrière. Donc elle reconnaît cette lutte des classes. Comment améliorer le quotidien des ouvriers ? Des améliorations immédiates, donc ce qu'on appelle des réformes dans les entreprises ou un dialogue social.
par exemple, baisse des heures de travail, augmentation des salaires. Donc il doit être réalisé entre patronat et ouvriers. Et le moyen d'action pour forcer les patrons à négocier s'ils ne le souhaitent pas, c'est la grève générale. Donc le refus de travailler. Et cette grève générale, encore aujourd'hui, un préavis de grève doit être déposé par un syndicat pour qu'il y ait un droit de faire une grève dans une entreprise, officiellement. Donc vous avez là la mise en place des syndicats. Donc la CGT en 1906, après le congrès d'Amiens, reconnaît bien qu'elle est là pour aider au sort des ouvriers dans le cadre du travail. Donc ceux qu'il regroupe, c'est les travailleurs ouvriers, ce qu'on appelle les travailleurs. Et son but, c'est d'améliorer leur quotidien au travail. Donc un parti politique va pouvoir s'occuper également de ce qui se passe hors du travail, mais vous voyez bien que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires va aussi avoir des conséquences dans le quotidien des ouvriers. Troisième chose, ces grèves, elles vont faire très peur au patronat. Et d'un autre côté, les patrons vont vite se rendre compte, pour certains d'entre eux, que des ouvriers qui ont de mauvaises conditions de vie sont des ouvriers qui travaillent moins et qui travaillent moins bien. Donc dans le but de faire travailler plus les ouvriers, mais aussi pour certains d'entre eux d'aider à leur mode de vie, on va avoir un deuxième mouvement qui se met en place, un mouvement cette fois-ci qui n'est plus à l'émanation des ouvriers mais à l'émanation des patrons, le paternalisme. Paternalisme, on reprend le mot de père, paternel, c'est-à-dire que certains ouvriers vont faire comme s'ils étaient le père, certains patrons vont faire comme s'ils étaient le père de leurs ouvriers. Donc faciliter la vie des ouvriers, faciliter la vie des familles, afin que les ouvriers acceptent leurs conditions de travail et ne se révoltent pas, ne rentrent pas en grève. C'est le côté droit de votre feuille qui vous le montre. Parmi ces patrons dits paternalistes, on a les Schneider. Alors regardez bien, on a deux questions à se poser. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faciliter la vie des ouvriers et de leurs familles ? Et dans quel but cette famille de patrons d'industrie essaye ainsi d'améliorer la vie quotidienne des ouvriers ? Alors vous l'avez vu, il y a différentes choses que les Schneider font pour faciliter la vie des ouvriers. Première chose, des œuvres de bienfaisance. Donc ils vont créer des organismes et des endroits dans les villes ouvrières qui se créent afin d'améliorer le quotidien des ouvriers. Des écoles pour les enfants, des maisons de famille pour les vieillards, ce qu'on appellerait maisons de retraite aujourd'hui. L'hôtel du Bon Dieu, vous l'avez vu, c'est l'hôpital pour les malades, qui sera pourvu en anges consolateurs. Ces anges consolateurs, c'est évidemment les infirmières et les médecins. Donc, école, maison de retraite pour des travailleurs anciens qui ne pourraient plus travailler, et hôpitaux. Donc vous voyez là qu'on crée des infrastructures afin d'aider à la vie des ouvriers. Pourquoi ? Parce que le deal, ça va être que si les ouvriers sont bien traités et que par exemple que les enfants ouvriers vont pouvoir aller à l'école, les ouvriers vont accepter leurs conditions de travail et ne pas se révolter, ainsi travailler mieux et peut-être même travailler plus. Un ouvrier infirme ou un ouvrier blessé, un ouvrier malade travaille mal, donc il faut le soigner. Ensuite, un ouvrier totalement inculte qui ne comprend pas les ordres travaille moins bien, donc il va falloir le former. Et des ouvriers vieux ne vont pas aussi être en capacité de travailler, donc on va créer des hospices. Donc vous voyez que tout ceci, ces œuvres de bienfaisance, vont faire bien voir certains patrons, vont faire que les ouvriers vont accepter les conditions de travail, moins se révolter. On appelle ce principe le paternalisme. Et d'un autre côté, les ouvriers, effectivement, dans ces entreprises paternalistes, vont avoir des conditions de vie et de travail qui s'améliorent par rapport à leur quotidien précédent. Donc on le marque sur votre fiche. Donc les Schneider mettent en place des œuvres de bienfaisance. On va le marquer en rouge plutôt.
Donc ces œuvres de bienfaisance vont être écoles, maisons de retraite et hôpitaux. Etc. Donc ça peut être ce genre de choses-là. Dans quel but? Alors vous l'avez vu, ils ont une glorieuse renommée à étendre. Ils ont créé une cité industrielle. C'est le grand-père du Schneider qui le crée. Ils sont voués au bien-être moral et matériel de leur famille ouvrière. Pourquoi ? Parce que cette entreprise extrêmement connue ne peut pas se permettre d'avoir des grèves à répétition. Pour empêcher les révoltes ouvrières, il faut donc mieux traiter les ouvriers. Donc le but, c'est d'empêcher les révoltes ouvrières. Et si les ouvriers acceptent leurs conditions de vie, ils vont aussi tenter d'améliorer le rendement, améliorer la productivité, faire en sorte que les ouvriers qui vivent mieux travaillent mieux. Et améliorer donc la production. Donc voilà. Quelles conséquences tout ceci a-t-il dans le cours du 19e siècle? C'est ce qu'on étudiera dans la troisième fiche qui va vous présenter tout ce qui arrive au niveau des acquis sociaux aux ouvriers au 19e siècle. Leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, l'évolution de leurs conditions familiales, le travail par exemple des enfants ou son absence avec la mise en place de l'école vont radicalement se transformer au cours du 19e siècle et le quotidien des ouvriers pendant ce siècle s'améliore grâce à cette lutte des ouvriers pour avoir un meilleur niveau de vie. Donc elle se place bien par trois axes qu'on a vus aujourd'hui. D'un côté, les partis politiques qui vont aider les ouvriers à vivre mieux en défendant leurs droits dans le domaine politique. Ils attendent ce qu'on appelle le grand soir, c'est-à-dire une révolution communiste. Mais ces partis politiques vont aussi réaliser des réformes. Premier point. Deuxième point, les syndicats. Les syndicats ouvriers vont aider au dialogue social entre ouvriers et patrons, représenter les ouvriers qui souvent ne savent pas trop à cette époque-là comment s'exprimer par rapport aux patrons, comment se regrouper. Les syndicats vont être donc des associations qui regroupent les travailleurs dans le cadre du travail pour dialoguer entre patrons et ouvriers. Et troisième chose, les patrons eux-mêmes, certains patrons vont se rendre compte du besoin de réformer le mode de vie des ouvriers afin qu'ils vivent mieux et donc qu'ils travaillent mieux et plus et qu'ils se révoltent moins. Donc, le paternalisme des patrons, le syndicalisme dans le domaine du travail et dans le domaine politique, les partis politiques comme le Parti socialiste destinés au départ à améliorer les conditions du ouvrier. On verra les conséquences de tout ça. Alors probablement pas demain puisque vous constatez qu'il y a des difficultés pour mettre tout ça en ligne, mais très certainement, et je vous le remettrai, je le marquerai demain dans le cahier de texte et je vous mettrai le lien dès que possible, certainement demain soir ou jeudi. Bonne journée à tous et à toutes.